Bonjour et bienvenue dans Zone Grise, l'émission d'actualité internationale de l'EDJ. Aujourd'hui avec nous Kimia, bonjour Kimia, Bonjour Jao. Tristan Salut Jao, tu vas bien? et Elisa. Salut. Comment ils vont? Oui, Très nickel, bien, hein, très super. bien. Comme chaque Parfait. semaine, au top. Ouais. Parfait, alors on va On est pouvoir prêt. commencer donc par la petite actualité de la semaine. Tout d'abord, la junte militaire de Guinée-Bissau, installée au pouvoir depuis le coup d'État du 26 novembre 2025, vient d'annoncer l'interdiction de toute conférence de presse et de déclaration publique non autorisée. Les dirigeants accusent les organisateurs d'inciter à la violence et à la désobéissance. Tout cela s'inscrit dans un cadre de déséquilibre total de la Guinée-Bissau, susceptible de dégénérer en guerre civile à caractère ethnique, selon les autorités. Tristan, qu'est-ce que Hmm, ça t'évoque? je pense que ça s'inscrit dans un mouvement plus global d'instabilité, comme malheureusement beaucoup de fois en Afrique. Depuis quelques années, je trouve qu'on assiste à une différenciation entre pas mal d'États, c'est-à-dire certains États qui, à la suite, par exemple, de coups d'État militaires, de putsch, etc., ont pu trouver ou trouvent actuellement une certaine stabilité, ou du moins essayent. Je pense par exemple avec l'exemple du Burkina Faso et d'Ibrahim Traoré, il me semble, qui est à la tête du pays en ce moment, où relativement, il y a des instabilités, mais ça se passe plutôt bien. Donc je pense le plus intéressant pour la Guinée-Bissau, ça sera de se projeter et du coup, logiquement, d'essayer de trouver une certaine stabilité. À noter le caractère ethnique de ces Mm. instabilités qui est très présent dans les pays d'Afrique centrale, Effectivement. des pays qui sont très marqués par une diversité ethnique importante et qui peut causer pas mal de problèmes ou de spécificités dans la Et dans politique. toute l'Afrique, même, on pourrait même élargir cela à toute l'Afrique, mais tu as véritablement raison. Pour continuer, la ville de La Haye s'active ce lundi. Un procès à la Cour pénale internationale s'ouvre contre la Birmanie, qui est accusée de génocide sur sa minorité musulmane. Cela fait 8 ans que les Rohingyas sont victimes d'une vague de répression sanglante. Le pouvoir birman est accusé de violation de la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948. Kimia, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Mais il faut savoir que c'est une affaire portée par la Gambie, en fait, devant la Cour internationale de justice. Et parce que en Gambie, il y a une majorité musulmane aussi. Et aussi parce que voilà, c'est vraiment ce qui se passe, c'est vraiment un crime contre l'humanité. Ils le disent, ils l'ont dit plusieurs fois, ils le redisent. Et cette affaire crée aussi des précédents pour une affaire portée en 2023 par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de commettre donc un génocide à l'encontre du peuple palestinien à Gaza. Donc voilà, c'est une affaire qui remonte un peu voilà tout ce qui se passe contre voilà les populations, contre les ethnies, contre les minorités musulmanes ou autres minorités religieuses. Ouais, voilà. Donc, le terme de génocide qui revient en fait sur le devant de la scène, avec comme tu as dit la prochaine mise en demeure d'Israël pour le génocide en Palestine. On peut noter aussi pas mal de conflits au Soudan, au Congo, ont cette connotation de génocide également, qui pour l'instant n'ont pas encore été portés à Oui, ce niveau-là, mais qui peuvent dans les années à venir peut-être. qui peuvent encourager. Et aussi, je sais que c'est aussi un signe d'espoir pour les Rohingyas aussi, qui attendent voilà, que les meurtres soient Perpétrés. perpétrés. Voilà. Les polémiques continuent entre Donald Trump et le Venezuela. Le dirigeant américain a publié dimanche sur son média Truth Social une fausse page Wikipédia dans laquelle il se présente comme président par intérim du Venezuela. Une ultime provocation pour les Vénézuéliens qui restent spectateurs du destin de leur pays, mais également un coup stratégique pour Trump qui s'assume encore plus comme un dirigeant imprévisible. Tristan. Alors, lorsque j'ai vu l'info, ma première réaction, ça a été de rire sur le moment, parce que j'ai trouvé que tout simplement c'était du Trump tout craché en réalité. Ça fait de nombreuses années qu'il est accoutumé, on dit ça, qu'il est accoutumé de ce genre de choses ou de déclarations, mais je vois surtout ça comme une sorte de pied de nez en réalité à la communauté internationale. Une façon de dire bon, je le prends un peu à la rigolade, je fais un peu ce que je veux. Et c'est en réalité, je pense, enfin, je veux dire, c'est une dynamique très trumpienne, si on pourrait dire ça comme ça. C'est pour ça que lorsque j'ai vu l'information, ça m'a fait, j'ai un peu ri jaune, parce que ça m'a fait, je me suis dit,
Enfin, c'est du Trump tout craché, quoi, simplement. Mais c'est une sacrée audace, on peut Mais dire oui, comme ça. bien sûr, ah oui, ça c'est Sur- sûr, surtout, c'est sûr et certain. surtout vis-à-vis des récentes déclarations, Mm. notamment aussi au Groenland. Bien sûr. Voilà, Cuba également. c'est Bien sûr. vraiment des mots forts Mm. qu'il pose et dont les habitants n'ont pas vraiment d'effet. Mm. Pour finir cette actualité, l'Union européenne et l'Inde accélèrent la mise en place d'un accord de libre-échange. Pour l'Inde, ces accords seraient une aubaine face aux lourdes surtaxes américaines qui frappent le pays. L'Union européenne reste dans une optique libérale en multipliant ses partenaires économiques face à un contexte international plein de tensions. Elisa, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Il est vrai que c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui a été relancé, je crois, en 2022. Et là, on voit que l'Union européenne veut aller à la phase finale puisque fin janvier, le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, vont se réunir pour voir si justement ces pourparlers entre l'Inde et l'Europe vont pouvoir trouver une signature finale. Mais c'est quand même, à mon sens, certes bénéfique, mais on reste quand même sur l'agroalimentaire. En Inde, il n'y a aucun suivi de ce qui se passe justement quant aux viandes. Et en France, nos agriculteurs, eux, sont surchargés de lois nécessitant justement un certain cadre à respecter, très strict. Et l'Inde, lui, ne voit pas subir ces lois, on va dire. Et surtout, l'Inde, quant à elle, bah, là où on peut être assez fort sur l'agroalimentaire, donc les produits laitiers, pose un non définitif, puisqu'elle trouve ça absurde, justement, toute norme. Donc, ça peut être bénéfique quand même, voilà, pour le libre-échange, tout ce qui est du reste, mais quand même, l'agroalimentaire reste une grosse problématique avec l'Inde, si on signe ça. Mais bon. Parfait, merci beaucoup Elisa, parce que personne n'a ajouté là-dessus. Pas de brève sur l'Iran aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, malgré l'actualité remplie ces dernières semaines. Tout ça pour introduire Kimia, notre spécialiste franco-iranienne, qui va s'occuper du temps long sur le sujet. Kimia, on t'écoute. Oui, donc Jao, depuis une quinzaine de jours, il y a une nouvelle révolte contre les régimes en place qui est en cours dans toutes les provinces d'Iran, faisant plus de 2000 morts et 10 000 arrestations d'après l'association HRANA et Iran International. Ces chiffres ont augmenté depuis la coupure des réseaux de télécommunications par la République islamique jeudi dernier, qui perturbe le pays et la diaspora iranienne. Il n'y a toujours plus d'internet et aucun appel ne peut y être passé ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Le gouvernement fait ça lorsqu'il se sent menacé, qui veut dissimuler la réalité des choses et compte faire un massacre contre les manifestants. Cette révolte a été initialement déclenchée par le ras-le-bol contre l'inflation fulgurante causée par le régime, mais c'est surtout une lutte visant à renverser le régime des mollahs, qui terrorise le peuple et la région depuis plus de 47 ans. Encouragés par les mots du fils de l'ancien roi en exil Reza Pahlavi, les Iraniens ne font plus retour en arrière, ils sortent dans les rues. Économiquement parlant, l'Iran a atteint maintenant un seuil de pauvreté hyper élevé, un niveau de famine extrême dans certaines provinces, des salaires minimes et une économie catastrophique, alors que l'Iran, il faut le savoir, est le 10e pays le plus riche au monde avec ses ressources en gaz et pétrole. Socialement parlant, la République islamique réprime le peuple iranien et leur culture, impose la charia aux hommes, aux femmes, aux enfants, et torture et exécute tous ceux qui ne suivent pas leurs règles, notamment les minorités sexuelles, religieuses et ethniques. Il est important de retenir que la République islamique n'opprime pas seulement son peuple, mais qu'elle déstabilise la région, voire le monde. C'est elle qui finance le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices Hashd al-Shaabi qui causent des ingérences en Irak, ou encore le Hamas en Palestine, coupable des horreurs du 7 octobre contre le peuple israélien, fortement soutenu par la République islamique. C'est ce qu'on appelle les proxys terroristes du régime des mollahs. Il est aussi impliqué dans le trafic de drogue et le narcoterrorisme, notamment avec le gouvernement vénézuélien, donc l'ancien, celui de Maduro. Et enfin, tout simplement, ce sont eux qui arment la Russie avec les drones Shahid pour la guerre contre l'Ukraine. Mais maintenant, le peuple iranien sort dans les rues, il n'y a aucun retour en arrière, ils n'ont plus peur, ils scandent mort au dictateur, ni Gaza, ni Liban, je me sacrifie pour l'Iran, ou encore cette victoire est la nôtre, les Pahlavis reviendront. Tout cela avec le brandissement d'un drapeau, le drapeau du Lion Soleil. Parce qu'avant la révolution, oui, de 79, l'Iran était sous des dynasties, la plus récente étant celle des Pahlavis, et le drapeau national qui représentait le pays était toujours le même, celui du Lion Soleil. Avec la révolution islamique et la chute de la monarchie des Pahlavis, le drapeau y change. Les couleurs restent les mêmes, vert, blanc et rouge, mais au milieu il est écrit Allah, qui signifie donc Dieu en arabe, et les inscriptions en blanc Allah Akbar, qui là signifie Dieu est grand. Cette phrase est inscrite 22 fois, car elle représente le jour où la République islamique est venue au pouvoir en 79.
Sur le drapeau donc brandi par les manifestants, on voit un lion portant un sabre et en arrière-plan un soleil. Eh bien, les symboles sur ce drapeau ont leur racine dans la Perse antique avec plus de 3500 ans d'histoire. Le lion représente pouvoir, courage et force, l'épée, la victoire et la justice, le soleil, lumière, espoir et mère patrie. Et l'estrade sur laquelle le lion se tient symbolise la terre perse qui unit toutes les ethnies en Iran, allant de la mer Caspienne jusqu'au golfe Persique. C'est pour cela que le drapeau a autant de sens. Et les manifestants qui sont en colère et fatigués de cette dictature qui dure brûlent le drapeau actuel. Pour eux, ce drapeau-là ne représente pas du tout l'Iran, mais la République islamique qui n'a fait qu'amener obscurité et douleur au peuple iranien. Et comme les Iraniens luttent pour un Iran libre, ils brandissent donc le drapeau du lion-soleil, qui est un symbole d'espoir pour eux. De l'espoir, pourquoi ? Parce que le régime, mine de rien, s'affaiblit. En plus du contexte interne, en ce moment, le contexte extérieur ne lui est pas du tout favorable, notamment avec ses proxys. Le Hezbollah a perdu de nombreuses batailles avec la mort du leader, donc Nasrallah, en 2024, la chute du régime d'Assad en Syrie il y a un an, qui est un vrai coup dur pour le régime iranien, les bombardements des sites nucléaires et l'assassinat des hauts dignitaires iraniens lors de la guerre de 12 jours en juin dernier avec Israël, et la chute de Maduro, donc comme je l'ai dit, parce que Téhéran et Caracas s'entendaient pour contourner les sanctions. Mais attention, le peuple veut mener son propre combat, parce qu'il y a aussi les menaces d'intervention d'Israël et des États-Unis qui soutiennent les manifestants. Le peuple veut libérer le pays lui-même, mais il a aussi besoin du soutien des diplomaties internationales qui doivent arrêter de passer des deals sur le pétrole et le gaz avec le régime meurtrier, et qui doivent faire entendre le combat du peuple, parce que cet argent ne va ni au peuple, ni au développement du pays, mais à l'enrichissement du régime et de ses proxys terroristes. Donc que les États-Unis et Israël interviennent est quelque chose que les Iraniens veulent vraiment, mais pas d'une manière qui va détruire le pays, ou même le peuple, ou les citoyens qui sont dans les rues, comme on l'a vu lors de la guerre de 12 jours. Il y a eu beaucoup de dommages collatéraux, comme ça a été dit. Ils veulent des frappes chirurgicales et stratégiques de ces puissances sur les dirigeants. Par ailleurs, les Iraniens ressentent plusieurs émotions différentes, espoir de voir leur Iran libre, honte et culpabilité des anciennes générations qui ont vécu sous les horreurs du régime et n'ont jamais pu continuer en fait les révoltes parce que peur, parce que répression, fierté du courage et bravoure des Iraniens, peur et tristesse car ce sont quand même des jeunes qui sacrifient leur vie. Donc la rage de la nouvelle génération est celle portée par les générations précédentes qui avaient été réduites au silence. Ce qui se passe en Iran, c'est le combat de toutes les générations, ethnies et religions en Iran. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que tout le monde est uni. Quand on dit que les Iraniens se battent pour renverser le régime, on parle des Perses, des Azéris, des Baloutches, des Kurdes, des Arabes, des Lords, des Turkmènes, mais aussi des Zoroastriens, des Bahaïs, des chrétiens, des Juifs, des Sunnites et des Chiites, et même les athées. Tout le monde est uni pour y arriver ensemble. Merci beaucoup Kimia, c'était vraiment très intéressant, toutes ces précisions sur le conflit en Iran. Je pense que tout le monde n'était pas au courant de tout ça, on voyait l'actualité chaude, mais pas vraiment ce qui se passait depuis des centaines d'années. Est-ce que Tristan, tu as des choses à Alors, ajouter? moi, ce serait surtout pour évoquer un petit point. J'aimerais simplement avoir un peu ton point de vue sur la situation. T'es d'origine iranienne. T'es Oui, né en France ou t'es né là-bas? je suis née en France et j'ai grandi là-bas. Ok. Ouais, Oui, t'as vécu combien d'années là-bas? 15 ans. Ok, ah ouais, énormément de Oui, temps du coup. oui, oui. Et du coup, t'as encore de la famille qui est là-bas, installée là-bas, Oui, etc., etc. toujours, Et ouais. ça serait intéressant d'avoir ton avis un peu sur la situation, vraiment ton ressenti personnel en tant que franco-iranienne, mais qui est née en France et qui vit actuellement en France, mais qui a passé 15 ans là-bas. Est-ce que tu peux nous donner ton avis et aussi ton expertise du terrain? Pour rappel, l'Iran a été coupé aussi de toute communication extérieure, de connexion. Effectivement. Donc, dis-nous. Je vais essayer d'être le plus rapide possible parce Bien qu'il y a sûr, plein de choses à dire. bien sûr, bien sûr. Mais mon ressenti à moi en tant que franco-iranienne et surtout qui ai vécu là-bas, je sais en fait, je comprends en fait la rage et je comprends pourquoi les gens sont dans les rues. Il se passe des choses vraiment très graves depuis des années. Je les ai vécues, je les ai ressenties. J'ai vu pareil la colère et la rage de ma maman, de ma grand-mère qui a vu le avant-après, parce que ma maman elle est l'aînée dedans, donc elle a pas vu Ok. avant-après. Mes grands-parents l'ont vu. J'ai entendu tout leur ressenti à eux, donc je porte tout ça en moi. Mais malheureusement, je suis pas là-bas pour être aussi à côté des Iraniens Bien dans les sûr. rues parce que je l'aurais été. Euh, mais voilà, et je pense que et ce que j'ai envie de faire, c'est d'informer au maximum comme je peux, parce que justement, les communications étaient coupées. Mm. On n'a aucune nouvelle de nos familles, c'est terrible. On n'a aucune nouvelle de ce qui leur arrive, s'ils sont arrêtés, s'ils ont été exécutés, s'ils ont été quoi que ce soit tués dans les rues. Donc on ressent plein d'émotions différentes, vraiment. Merci beaucoup. Ouais, Et merci. qu'est-ce que disait ta grand-mère, par exemple, du régime
en place avant. Donc elle a vécu le moment Shah d'Iran, etc., Oui, etc. oui, oui. Qu'est-ce qu'elle en pensait? Elle Elle était pas contre, enfin, elle était pas, en fait, parce qu'en Iran, il y avait les Bien communistes, les sûr, bien royalistes, sûr, bien sûr. etc. Mais elle vivait là, enfin, elle vivait avec ce qui était en Hmm, place. Elle avait pas une mauvaise vie, elle vivait bien. Mais elle comprenait aussi pourquoi les gens là-bas hmm. se battaient Oui, pour que le oui, Shah il parte, bien parce que sûr, à bien côté de sûr. ça, il y avait de la famille et lui, il faisait Je pas peux comprendre. grand-chose. Voilà. Ok, Mais maintenant, elle se dit bon, on aurait dû, enfin, maintenant c'est pire et c'était ok, mieux avant, quoi. ok. Voilà. Merci beaucoup, Kimia, Merci beaucoup pour pour ton tout avis. ça. Merci. Tristan, on va rester avec toi pour la chronique En Terre Inconnue. Tu vas Merci nous beaucoup. parler de l'île de la Dominique. Effectivement. Effectivement, donc c'est pour cette chronique, j'ai donné le nom, je lui ai donné le nom suivant. La Dominique, un État, enfin une île en quête d'identité et de développement. Tout simplement parce que c'est une île dont on n'entend pas forcément parler et qu'on peut, par exemple, un peu confondre avec la République dominicaine. Dominique, dominicaine, ça se ressemble un peu, mais c'est en réalité pas du tout le même État. La République dominicaine, c'est un pays qui est frontalier avec le pays, avec Haïti, et qui est parti de l'île d'Hispaniola dans la mer des Caraïbes, alors que la Dominique, elle, c'est une île qui fait partie des petites Antilles, donc c'est vraiment à l'est de la mer des Caraïbes. Au nord, elle a la Guadeloupe, il me semble, et au sud, la Martinique. Donc c'est pour un peu resituer le contexte géographique. Donc, je veux dire, un Dominicain, c'est une personne qui est issue de la République dominicaine. Et pour les personnes qui viennent de l'île de la Dominique, on appelle ça des Dominiquais ou des Dominiquaises. Donc c'est vraiment pas du tout la même chose. Et pourquoi je dis que c'est une île en quête d'identité et de développement? Simplement parce que, premièrement, bon, c'est une île, peu de personnes connaissent réellement cette île-là, et parce que c'est une île qui, au fur et à mesure des années, s'est cherchée. C'est une île qui est anglophone, donc là-bas les gens parlent anglais, elle a subi la colonisation britannique, mais également un court passage de la colonisation française. Puisque au nord, comme je l'ai dit, il y a la Guadeloupe, au sud la Martinique, donc elle a eu des influences britanniques, françaises, et également même créoles, puisqu'elle a été vraiment impactée par cette culture créole, cette langue créole de Guadeloupe et de Martinique. Ce qui fait que c'est une île qui se cherche profondément dans son identité, et beaucoup de Dominicains se disent, même pas forcément beaucoup de Dominiquais, pardon, même moi j'ai fait l'erreur, beaucoup de Dominiquais ou Dominicains se disent, non pas Dominiquais, mais par exemple, Caribéens et Créoles. Ils revendiquent vraiment cette identité. De plus, il y a un truc qui est assez important à se dire, c'est que c'est une île qui est en quête d'identité, puisque c'est une île qui peut avoir beaucoup de mal et qui a eu du mal dans son histoire pour se développer. C'est une île, lorsque vous regardez les cartographies et les reliefs, par rapport par exemple à la Martinique ou à la Guadeloupe, la Dominique est une île extrêmement montagneuse. Vous regardez le relief, c'est criant, il y a très peu de plaines, énormément de montagnes, énormément de reliefs accidentés. Donc par exemple pour construire des routes fonctionnelles, comment dire, de grandes industries, etc., etc., et même pour stabiliser un port, c'est très 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 compliqué. Donc avec toutes ces difficultés d'identité et de développement, la Dominique, elle a essayé de se chercher. Et c'est pour toutes ces raisons que du coup elle se considère bien plus créole et caribéenne de par sa position géographique que plutôt réellement dominicaise ou etc., etc. Parce qu'elle a peu de choses avec lesquelles elle peut réellement se raccrocher. Elle va plus se raccrocher à cette identité caribéenne. Et au-delà de ça, par exemple, pour réaffirmer cette identité caribéenne, la Dominique, euh, chaque année, il y a le festival de musique mondial de la musique créole. La musique créole est fêtée chaque année lors de ce festival de musique en Dominique chaque année. Et vraiment, ça peut réunir des personnes de la Guadeloupe, de la Martinique, de Sainte-Lucie, des Barbades, de toutes les îles Caraïbes. Et ça fait partie intégrante de son identité. Et ensuite, pour le côté développement, comme je l'ai expliqué, sa géographie fait que c'est compliqué pour elle réellement de se développer, de construire une économie réelle. Donc, c'est-à-dire que par exemple, elle a des partenariats économiques avec la Chine. Avec la Chine qui essaie de se développer dans la mer des Caraïbes également, dans un contexte de concurrence avec les États-Unis. Et
c'est pour ça que je parle d'une île en quête d'identité et en quête de développement également. Tout simplement parce que la Dominique, elle va devoir répondre à des problématiques futures. Une première, comment réussir à conserver et à transmettre son identité qu'elle a eu, avec lequel elle a eu des difficultés à se construire cette identité. Également, comment faire avec les membres de sa diaspora qui ont quitté l'île. Est-ce que ces membres de la diaspora vont revenir sur l'île? C'est plein de questions que se posent les Dominiquais. Et également, comment se développer tout en gardant sa souveraineté, parce qu'il y a le danger de la Chine. Également, parce que la Chine offre, on va dire, une force de travail pour, notamment, il n'y a pas si longtemps, c'était pour développer d'autant plus un de ses plus grands aéroports en Dominique. Également pour la construction de routes, comme je l'ai dit, c'est très difficile avec les reliefs et la géographie de l'île. Il se pose également la question de comment plus se démarquer à l'international. Parce que oui, il y a la création d'une singularité, avec cette sensation d'être caribéen, d'être créole, mais comment peut-être créer réellement un réel soft power sur la durée également. Il y a le festival, comme je l'ai dit, de musique, mais les Dominiquais peuvent se dire à un moment donné que ce n'est peut-être pas assez, c'est excellent, mais je veux dire, pour se développer à l'international, il faut peut-être plus. Donc, c'est une île, en plus, qui pendant longtemps a eu des difficultés à attirer les investisseurs étrangers. Donc, toutes ces questions-là se posent pour la Dominique. Donc, la Dominique, pour conclure, on pourrait dire que c'est une île fière, éclipsée de par son nom, un peu, par exemple, par la République dominicaine ou par d'autres îles des Caraïbes. Mais elle est porte-étendard d'une culture créole et caribéenne dont elle se revendique. Une culture créole et caribéenne qui est réellement à la croisée des chemins. Voilà. Merci beaucoup Tristan pour cette super chronique. De rien. Elisa, est-ce que tu connaissais la Dominique? Est-ce que tu savais où c'était déjà? Oui, j'en ai entendu parler puisque apparemment c'est magnifique là-bas. On conseille d'y aller lorsqu'on fait un tour justement dans les îles françaises à côté. Et Effectivement. oui. Et c'était très intéressant d'en savoir plus sur elle et particulièrement sur son identité puisque c'est beau quand même de voir un pays qui veut se prévaloir comme étant créole, Mm. mais à mon sens, c'est tout de même un peu réducteur puisque les autres îles à côté quand même ont une certaine identité propre à elles, c'est-à-dire que voilà, elles se considèrent et créoles et autre chose, pas seulement créoles. Bien sûr. Et c'est assez triste parce qu'en fait, ça dépeint simplement, on va dire, le manque de développement que tu as souligné et qu'ils essayent justement de faire grandir. Donc, c'est très intéressant de voir Mm. où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui quand même. Mais effectivement, il y a un truc qui est intéressant, parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit, c'est très intéressant. Je pense, j'essaie de deviner, est-ce que tu as déjà entendu par exemple parler de la Dominique, mais sur les réseaux sociaux particulièrement? Oui, sur les réseaux Les réseaux sociaux. sociaux. Eh ben, c'est exactement ça le point, c'est qu'avec les réseaux sociaux, la Dominique, elle a de plus en plus une force de frappe qui augmente parce qu'elle a pu se faire connaître grâce aux réseaux sociaux, notamment pour son tourisme. Parce que c'est une île avec son relief très particulier qui a également misé sur, il me semble, une sorte d'écotourisme. C'est-à-dire le fait que ça soit une île extrêmement préservée, une île qui est différente des îles voisines puisqu'elle a un relief extrêmement accidenté, etc., etc., et qu'il y a de la verdure et je veux dire une faune et flore absolument exceptionnelles. Et du coup, grâce à aux réseaux sociaux, elle a réussi d'autant plus à se développer. Donc, comme tu l'as dit, c'est vrai que au départ c'était un peu réducteur, mais au fur et à mesure, elle a réussi à de plus en plus se démarquer comme des petites boîtes entassées une après l'autre. C'est lent, mais en tout cas, ils essayent de se démarquer de plus en plus. Mais tu as raison, effectivement. Parfait, merci beaucoup. On va Alors, passer à la dernière chronique de cette émission, le fun fact. Elisa, tu vas nous parler de l'île de Hans. Hans. Hans, Enfin, Hans. pardon. Dis-nous tout. Alors aujourd'hui, pour la fun fact historique, nous allons parler d'un conflit pas comme les autres, surnommé la guerre du whisky. C'est une dispute territoriale amicale qui a opposé le Canada et le Danemark pour la souveraineté d'un minuscule rocher perdu dans l'Arctique, l'île Hans. Donc l'île Hans est située dans le détroit de Nahr, entre le Groenland et l'île canadienne d'Ellesmere. Cet îlot rocheux qui fait 1,3 km²,
très petit, est inhabité et dépourvu de ressources majeures à part des gisements de gaz et de pétrole encore inaccessibles. Ce qui fait que sa situation géopolitique a longtemps été source de friction et tout commence véritablement lors de la délimitation des frontières maritimes en 1973 où le statut de l'île reste ambigu. Le Danemark et le Canada estiment qu'elles lui reviennent de droit et laissent une frontière mal délimitée lors d'un traité frontalier. Et en 1984, le différend prend une tournure unique et hautement symbolique. C'est le début d'un rituel diplomatique ironique. Des militaires canadiens débarquent sur l'île, plantent leur drapeau et y déposent une bouteille de whisky canadien. Et la riposte ne tarde pas puisqu'un ministre danois se rend sur place, remplace le drapeau par celui du Danemark et laisse une bouteille d'aquavit, donc l'eau de vie danoise, accompagnée d'un mot « Bienvenue sur l'île danoise ». Et pendant des décennies, ce manège se poursuit sans aucun coup de feu, c'est-à-dire que les patrouilles successives échangent de drapeaux et alcool, faisant de cette dispute la guerre la plus amicale du monde. Et dès lors, une question s'impose. Pourquoi ces deux pays se disputent-ils avec tant d'obstination pour un caillou glacé ? La réponse tient en un mot, la souveraineté. Ou plutôt la position stratégique qu'offre ce territoire, car la situation est loin d'être anecdotique. Contrôler l'île Hans permet de fixer précisément la frontière maritime et la zone économique exclusive, donc les ZEE, conditionnant l'accès futur aux ressources gazières et pétrolières offshore. C'est un peu un pari sur l'avenir qui est en train de se faire. Et qui plus est, l'enjeu est aussi logistique. Avec la fonte de la banquise, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent, notamment le passage du nord-ouest côté canadien. L'île Hans se situe sur un chenal de transit potentiel et la contrôler, c'est pouvoir peser sur la régulation, la sécurité et la souveraineté de ces voies commerciales mondiales en devenir. Et dans un contexte où l'Arctique est vu comme un espace hautement stratégique et militarisé, face aux ambitions de la Russie qui contrôle déjà la route maritime du Nord, maintenir une revendication territoriale est un moyen pour le Canada et le Danemark de projeter leur influence sécuritaire dans la région. Et c'est dans ce contexte que les deux pays se sont retrouvés face à la nécessité de résoudre ce litige. Contrairement à d'autres zones de tension, ici, la diplomatie l'a emporté depuis bien longtemps. Et le 10 juin 2022, officiellement le 14 juin de la dite année, le Canada et le Danemark ont conclu un accord historique divisant l'île Hans par une frontière terrestre, en sachant qu'ils ne se touchent pas du tout, c'est vraiment en pleine mer. Et un dénouement qui met fin donc à la guerre du whisky, crée un fait insolite, la première frontière terrestre entre le Canada et le Danemark, prouvant que dans l'Arctique, la résolution pacifique des différends reste possible. Merci beaucoup Elisa, c'est vraiment un territoire dont je n'avais jamais entendu parler, je dois De admettre. même. C'est vrai que c'est Ouais, juste c'est un pas caillou au milieu de l'eau, donc c'est normal. Kimia, Mais ça permet d'agrandir la ZEE. Est-ce que tu as un avis sur le sujet? Oui, enfin, c'est déjà très très intéressant. Je savais pas du tout. Au moins, j'apprends quelque chose sur cette petite île aussi et sur son histoire un peu. Et je trouve ça drôle qu'on appelle ça guerre du whisky. Bon, déjà pour le whisky et pareil. l'anecdote, et Pareil, le ça mot m'a fait guerre rire. parce que c'est pas non plus une guerre armée, etc. Enfin, voilà. Donc voilà, ouais. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, le fait qu'une si petite île puisse avoir des conséquences géopolitiques assez importantes, surtout en ce qui concerne donc la ZEE. Le fait que le Canada et le Danemark aient une frontière terrestre commune, c'est assez impensable, connaissant la distance qui sépare les deux territoires métropolitains. Oui, Donc, mais bien sûr. c'est parce qu'il y a le Groenland au milieu. Le Groenland plein, qui oui, bien appartient sûr. sûr. au Danemark. Ouais. Donc Oui. ça fait sens. Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir écouté cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine La prochaine semaine pour la prochaine. suivante. On sera là. Bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.